François Rebsamen, bonjour. Bonjour. On va parler de la crise de l'euro, du sommet du G20, du référendum avorté en Grèce, des divisions du PS sur l'affaire Guérini, des sondages et du reste. Et on va commencer, si vous voulez bien, par la crise européenne qui a dominé les 2 journées du sommet du G20 à Cannes. Ce sommet, pour vous, François Rebsamen, c'est une réussite, c'est un échec? D'abord, ça laisse comme un goût amer dans la bouche, ce sommet, parce que les objectifs que le président de la République s'était fixés, sur les objectifs qu'on peut partager, par exemple réguler les matières premières ou bien imposer un nouveau système monétaire international, améliorer la gouvernance mondiale, obtenir une taxation des produits financiers, ces 4 objectifs qui s'étaient donnés, aucun n'a été atteint. Donc, moi, je considère que le G20, par-delà la mise en scène, c'est un échec pas pour le président de la République, c'est un échec pour la France, c'est un échec pour l'Europe, c'est un échec pour ceux qui voulaient que les choses changent et s'améliorent. En tous les cas, ce G20, M. Rebsamen, dont Nicolas Sarkozy espérait bien tirer des bénéfices politiques. Alors, on sait, il a été phagocyté par la crise grecque. Est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a un leadership franco-allemand pour tenter de résoudre cette crise? Oui, incontestablement, parce que le poids économique, le poids historique fait que c'est toujours le couple franco-allemand qui tire, qui avance, qui propose. La vérité aujourd'hui, on dit franco-allemand parce que c'est notre habitude, mais c'est plutôt l'Allemagne qui tire l'Europe. C'est plutôt l'Allemagne qui fait des propositions. Donc le président de la République... La France aussi en fait des propositions. Oui, elle fait des propositions. Par exemple, vous étiez d'accord au Parti Socialiste avec le président pour dire qu'il fallait que la BCE soutienne le fonds d'investissement, le fonds européen de solidarité. Or, c'est l'Allemagne qui ne veut pas. Qu'est-ce que peut faire la France si Berlin dit non? Écoutez, d'abord, l'histoire fait que maintenant, la relation d'équilibre qui doit exister entre les 2 pays, elle se fait en défaveur de notre pays. Donc je ne dis pas tout ça est le fait uniquement du président de la République, mais la vérité, elle est là. Donc pourquoi? Parce que le président de la République en France, il décide seul. Moi, j'ai ce sentiment maintenant très très fortement ancré, alors que Angela Merkel, elle a l'appui de son Parlement. Nous, je vous donne un exemple en tant que président du groupe au Sénat, c'est mercredi prochain que nous débattrons du G20. Les Allemands, ils débattent avant, vous voyez. Oui, mais ça la peut force aussi démocratique d'un débat parlementaire avant d'y aller renforcerait. Mais là, on a quelqu'un qui croit qu'il est omniscient, donc comme président. Oui, et je vous arrête, Monsieur Rebsamen, c'est précisément parce qu'elle doit demander à son Parlement l'autorisation que, par exemple, elle peut pas engager, elle est contre le soutien de la BCE au fonds de solidarité. Peut-être qu'elle-même, elle arrivera à se laisser convaincre par le président Sarkozy. Enfin, c'est à double tranchant tout cela. Mais en tous les cas, Monsieur Rebsamen, ce que je constate, c'est peut-être que vous êtes un petit peu moins sévère que François Hollande, qui parle à propos de Nicolas Sarkozy du G20 d'un simple animateur du G20. Vous trouvez que c'est justifié, ce mot, animateur, qui est un petit peu sévère, il me semble? Oui, je pense que François Hollande a raison d'être sévère. Chacun dépeint les situations avec ses mots. Animateur, oui, parce que il a fait celui qui toute la journée saluait. Alors il était l'hôte, c'est lui qui recevait. Donc en tant que puissance invitante, il avait cette charge-là. Mais ce qu'il faut voir, c'est au fond des choses. Est-ce qu'il y a eu une avancée pour la gouvernance mondiale? Non. Est-ce que on a pu obtenir quoi que ce soit sur la convertibilité du yuan? Non. Est-ce que les taxations financières, il se félicite que l'idée qu'il ait pu évoquer, l'idée qui figure dans un communiqué, c'est vraiment très très insuffisant. Donc François Hollande a des mots qui sont durs et qui font mal, mais c'est quand même le sentiment qu'on a eu d'un président qui s'agite, d'un président qui court de l'un à l'autre, qui se fait humilier, excusez-moi, par le président des États-Unis, sur une plaisanterie de mauvais goût, je trouve. Oui, je crois que tout le monde a relevé, effectivement, c'était une plaisanterie du mauvais goût. Vous parlez de la petite Julia, qui aurait plus la chance de ressembler à sa mère qu'à son père. Et c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose, avait-il. C'est vrai que c'est un petit peu curieux quand même. On n'a pas tout à fait le même humour en France qu'en Amérique, visiblement. Oui, moi j'attendais de Nicolas Sarkozy qui fait
une conférence de presse, comment dire, une campagne électorale avec Barack Obama le lendemain à la télévision, un peu plus de fierté, enfin je sais pas s'il faut dire ça comme ça, ou comment dire, de dignité, voilà. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était de mauvais goût, on en est persuadés les uns les autres, mais c'était presque vexant et humiliant, quoi. Alors François Hollande a eu raison de dire que le président de la République s'est conduit en animateur. Est-ce qu'il a eu raison aussi de dire que le référendum en Grèce était légitime? Parce que quand même il y avait une parole qui était engagée avec l'accord du 27 octobre de Bruxelles de la part de la Grèce. Je voudrais revenir, si vous le permettez, 2 secondes sur ce problème du référendum, le problème grec. Parce que il y a des dirigeants qui ont joué double jeu et qui se sont mal comportés. Là encore, je voudrais parler du président de la République et en l'occurrence aussi de Madame Merkel. On ne traite pas un Premier ministre d'un pays de la zone euro comme ils l'ont fait. On le fait pas, excusez-moi de l'expression, passez-moi l'expression, poireauter 2 heures à la porte, on le convoque pas. C'est pas comme ça qu'on parle. Il doit y avoir le respect entre les pays qui sont membres de la zone euro. Premièrement. Deuxièmement, puisque ils sont de droite, président de la République, Madame Merkel, ils auraient quand même ils auraient dû convoquer, là pour le coup, ceux qui siègent au Parlement, les députés européens de droite de Grèce, pour leur dire il faut soutenir le plan que nous proposons, parce que la vérité c'est que Georges Papandréou se retrouvait, quand il rentrait dans son pays, aux prises avec les partis de droite qui soutiennent Nicolas Sarkozy et Madame Merkel au niveau européen, qui rejetaient le plan européen. Oui, Monsieur Rebsamen, vous parlez de respect, mais est-ce que le Monsieur Papandréou a lui-même montré du respect, vous trouvez, quand il a pris une décision sans en informer ses collègues de l'Europe et sans en informer visiblement son gouvernement non plus, hein, comme on l'a vu avec le ministre des Finances? C'est tout de même un petit peu sérieux. Alors, non, j'allais y venir sur ce point, si vous le permettez. Bien sûr. Vous avez raison. Non pas sur le fait de décider, on voit ce qui s'en est bien sorti, Georges Papandréou. C'est pas facile, vous savez, en ce moment, la Grèce, elle est sous tension, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils peuvent même plus sortir, faire une inauguration. Les gens sont dans une colère contre la politique d'austérité imposée, non expliquée. Donc, mais pour revenir à ce que vous disiez, oui, il aurait pu prévenir. Oui, il aurait dû prévenir. Ça, c'est vrai. Il aurait quand même la moindre des choses de prévenir en la matière Nicolas Sarkozy et Angela Merkel et les autres, parce que on a vu ce que ça a provoqué immédiatement sur les bourses. Mais le fait d'imaginer un référendum n'est quand même pas, c'est-à-dire une atteinte à la démocratie. Non, mais alors pourquoi il a renoncé finalement? Oui, on comprend plus rien. Oui, il y a renoncé, mais finalement, il a obtenu ce qu'il voulait, Georges Papandréou. Il veut un gouvernement d'union nationale. Il veut que les partis de droite le soutiennent, et que les partis de gauche aussi, bien sûr. Il veut que tout le monde accepte le plan. Et finalement, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il est plutôt en train de réussir en la matière. Alors, on a l'impression quand même qu'il y a une course de vitesse, François Rebsamen, qui est engagée entre la clarification politique qui est demandée à la Grèce et l'accord d'aide à la Grèce. Qui arrivera en premier dans cette course? Écoutez, je pense qu'ils vont se rejoindre. Ça va, l'accord et l'aide, tout ça va se mettre en place. Ça a trop traîné, c'est ça le problème de toutes les décisions européennes. Ça fait maintenant quand même 18 mois que cette affaire grecque est posée à nos dirigeants, aux dirigeants européens, et notamment à la France et à l'Allemagne, mais pas uniquement. Ça fait donc 18 mois. Faute de l'avoir traité à temps, on voit où on en est arrivé. Moi, je me rappelle, ne trouvez pas que je suis trop dur que je sois trop dur avec le président de la République, mais le 21 juillet, après le sommet européen, la décote de 21% de la dette grecque qui avait été décidée, elle devait tout régler. Donc, en réalité, on est parti de 8 milliards, on a fait 21, après on fait 110, et il faut encore en remettre 110. Donc on voit bien que cette affaire n'a pas été prise. Alors c'est pas uniquement la responsabilité du président de la République. Je pense qu'il avait senti un certain nombre de choses, mais il n'est pas parvenu, en tous les cas, à convaincre nos collègues allemands, nos amis allemands. Alors, comme dirait Libération, le journal, hein, oui. Après le grec,
le latin. Le curseur se déplace maintenant vers l'Italie. Est-ce que vous craignez une contagion à la France? Non, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Même si la politique fiscale, budgétaire, menée par Nicolas Sarkozy depuis 2007, nous a amené à avoir une dette qui a, en pourcentage du PIB, qui a explosé. Puisque il faut rappeler à vos auditeurs que c'est en 2007 que le président de la République a dit qu'il ne fallait plus tenir compte des critères de réduction du déficit budgétaire. Dominique de Villepin avait ramené, en 2006, avait ramené le déficit budgétaire sous les 3%. On était à 2%, on allait vers 1%. Nicolas Sarkozy s'est exempté de toutes ces règles en disant... Enfin, il a dû faire face à une crise quand même, on peut pas retirer ça. Oui, je vais y venir, vous avez raison. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il allait chercher la croissance avec les dents. Rappelez-vous, c'était l'époque du flamboyant bling-bling. Tout devait marcher comme il l'entendait. La vérité, c'est qu'il y avait une crise qui s'en est aperçue un peu tard et que toutes les mesures qui ont été prises, et certaines qui existent encore aujourd'hui, qui sont absolument stupides au niveau budgétaire, elles existent encore. Il va falloir qu'on les supprime et vite parce qu'on perd. Pensez que c'est 4 milliards et demi aujourd'hui d'effets d'aubaine pur, la mesure de défiscalisation des heures supplémentaires en pleine période de chômage. Franchement, si on a là une responsabilité historique. Alors, il y a eu la crise, elle en a rajouté, bien évidemment, mais le déficit structurel, la part structurelle, je ne parle pas de la part qui est due à la crise, et la Cour des comptes l'a bien montré, la part structurelle, elle est de plus de 3%. Donc il faut absolument qu'aujourd'hui, on trouve des recettes. Alors on le fait en catastrophe, au coup par coup, sans ligne directrice. Voilà la vérité. Enfin, on a observé quand même que François Fillon, pendant cette crise, bon, on a cru l'apercevoir en Corrèze, ce qui n'a pas été d'un bon effet. En tout cas, il y a ces menaces de contagion de la crise, il y a ces menaces de récession. François Fillon va annoncer apparemment un certain nombre de mesures de rigueur demain ou après-demain. Est-ce que dans ces conditions, le Parti socialiste va revoir son programme pour l'adapter à la situation nouvelle? C'est la question que tout le monde nous pose et je ne vais pas y répondre directement. Ce que je vais vous dire, c'est que le Parti socialiste a adopté son projet. Ce projet, il sert de cadre. Il donne les grandes orientations vers lesquelles le candidat François Hollande, le candidat socialiste, évidemment, va aller. Mais maintenant, le travail qu'effectue, pas tout seul bien évidemment, mais qu'effectue François Hollande, c'est le passage de ce projet socialiste à un projet présidentiel pour la France, le sien. Donc il le présentera fin janvier et évidemment il tiendra compte de la situation économique qui sera peut-être pas d'ailleurs mi-janvier ou fin janvier, enfin dans cette période-là qui sera peut-être pas d'ailleurs le même qu'aujourd'hui. Donc parce on voit bien change très vite, on le voit très bien. Il faut tenir compte de la situation économique, bien évidemment. Mais alors, justement, à propos de ces mesures-là, on parle en tous les cas dans la presse d'un relèvement de la TVA. Enfin d'ailleurs, il n'y a pas que la presse, le président lui-même l'avait dit l'autre jour à la télévision. Ça pourrait être une des mesures. À votre avis, quelles mesures faudrait-il prendre si vous étiez au pouvoir, vous maintenant? Qu'est-ce que vous prendriez comme mesure? Mais écoutez, on va proposer, je parle au Sénat, le groupe socialiste majoritaire au Sénat, et je pense nos collègues de gauche nous les voteront avec nous. On va proposer toute une série de mesures qui représentent des recettes potentielles supplémentaires. Voilà les mesures qu'il faudrait prendre. Alors, je pourrais en citer quelques-unes. Je viens de vous dire la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires. C'est 4 milliards et demi d'euros. Je ne sais pas si on mesure bien ce que ça veut dire, 4 milliards et demi d'euros. La réforme de l'ISF, on va la remettre en place. Nous, on va remettre l'ISF comme il était, c'est 2 milliards d'euros perdus. L'impôt sur les sociétés qui ne rapporte plus rien, c'est 2 milliards d'euros. Donc nous allons faire des propositions qui vont rapporter au budget et qui auraient dû être prises depuis 2007-2008. Mais il a fait exactement l'inverse. D'ailleurs, c'est François Fillon, on peut lui reconnaître ça, qui dès 2007 avait dit que le pays était en faillite. Donc, et ils en ont rajouté. D'ailleurs, quand
quand Nicolas Sarkozy passe, la dette augmente. Quand il a été ministre de l'économie et des finances, quand il était ministre du budget, partout où Nicolas Sarkozy passe, la dette augmente, et malheureusement pour notre pays. Donc, on a beaucoup de mesures que l'on va proposer, une tranche supérieure d'impôt sur le revenu. Par contre, il y a des choses qu'on va supprimer, et, en proposition, bien évidemment, qu'on va voter, comme par exemple la taxe sur les mutuelles, qui frappe l'ensemble des Français, y compris ceux qui ont le moins, et qui touche là le pouvoir d'achat des classes moyennes et des classes populaires. Donc ça, c'est 2 milliards d'euros. Mais quand on voit l'ISF, 2 milliards d'euros, on va faire les choses simplement pour que tout le monde comprenne bien. Avec la réforme de l'ISF, l'État a perdu 2 milliards d'euros de recettes, et il demande à tous les Français, à travers la taxe sur les mutuelles, d'apporter 2 milliards d'euros. Non, ça on l'a bien compris, Monsieur Rebsamen. Ce que je veux savoir, je voudrais que vous me confirmiez ces mesures. Ce sont les sénateurs socialistes qui vont les proposer quand ? Lors de l'examen qui va venir à partir dans une dizaine de jours au Sénat, lors de l'examen de la loi de finances 2012. Et donc il y a tout, d'accord, ok. Donc nous allons avoir un volet recettes, les recettes budgétaires qui permettrait, si le gouvernement nous suit, après à l'Assemblée nationale, ou si nos collègues de l'Assemblée nationale nous suivent, d'avoir une partie recettes beaucoup plus beaucoup plus importante, et tant mieux pour le budget de l'État. Il en a besoin, sans pour autant porter atteinte à la croissance. Et la croissance, c'est la consommation, c'est donc les moyens de vivre, de consommer des Françaises et des Français. Donc on voit bien que cette politique n'a été faite que pour les privilégiés. Que pour les privilégiés. Alors, ce n'est pas caricatural de dire ça, savez-vous. François Rebsamen, on va parler des derniers sondages, mais auparavant, le Parti socialiste paraît divisé sur l'affaire Guérini. Il était question de l'exclure, et il annonce qu'il reste. Est-ce que vous ne craignez pas que le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône ne soit un boulet pendant la campagne? Non, parce que moi, ma position, elle est claire, elle a toujours été claire. Et je vois que le Parti socialiste avait pris aussi une position qui était assez claire. Nous avons, je dis nous, le Parti socialiste a demandé à Jean-Noël Guérini de se mettre en retrait. Il s'est mis en congé du Parti socialiste. Donc l'affaire Parti socialiste, elle est réglée, il est en congé du Parti socialiste. On attend. Le principe reste la présomption d'innocence. On verra bien ce que la justice dit. Donc il est mis en examen, mis en congé du Parti socialiste. On lui demande de se mettre en retrait de la présidence du Conseil général. Il le fait, et le tribunal administratif casse cette décision. Donc il revient à la présidence du Conseil général. Mais sur la présidence du Conseil général, le Parti socialiste, il n'en peut mais. Nous n'avons pas les moyens de dire autrement que Jean-Noël Guérini, il se met en retrait, et le tribunal administratif le remet en place quasiment. Donc je rappelle, présomption d'innocence, et cette présomption d'innocence, elle vaut pour tout le monde. Voilà. Alors, François Rebsamen, les derniers sondages sur les présidentielles, c'était avant le G20, donné 11 points d'avance à François Hollande sur Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça n'est pas un peu trop? Mais vous voyez, je réponds en souriant. Oui, personne ne croit que cette réalité qui est celle d'aujourd'hui. Les sondages dépeignent une situation politique à l'instant T. Donc au jour d'aujourd'hui, va se retrouver dans les urnes. Évidemment, la campagne n'est pas commencée. Elle commencera, on peut dire, en 2012, à la rentrée 2012, au mois de janvier. Donc on verra bien. Mais cela traduit deux choses. D'abord, je crois que il y a aujourd'hui une reconnaissance par toutes celles et tous ceux qui veulent du changement de la crédibilité de François Hollande. Et donc, on n'accorde pas comme cela, même à travers un sondage, un tel potentiel électoral à quelqu'un qui n'a pas cette crédibilité. Il a la stature d'un futur président de la République et d'un candidat qui peut gagner. Et j'espère qu'il va gagner. Et puis, il y a le rejet de Nicolas Sarkozy. On le voit. Pas uniquement de la personne, même si Monsieur Rebsamen, convenez avec moi qu'elle peut être agaçante, la personne. Mais écoutez, je parle de la politique. D'accord, justement, parlant politique, là, il y a une nouvelle candidature qui s'officialise, celle de Monsieur Chevènement. C'est un problème pour vous?
Écoutez, bon, pour le moment, j'ai entendu hier soir Jean-Pierre Chevènement, que je vois au Sénat, que j'apprécie en tant que parlementaire. Je voudrais rappeler que la multiplicité des candidatures à gauche n'est pas une bonne chose. Mais là, vous apportez malheur, même si je me souviens, tout le monde se souvient de 2002. Bien sûr, bien sûr. Donc, n'est pas une bonne chose. Et il faudrait pas ajouter comme cela de la division à gauche. Les idées que Jean-Pierre Chevènement portait en 2002, elles ont été reprises maintenant par le Parti socialiste sur la sécurité, sur l'éducation nationale. Donc, je pense que là, il a trouvé l'occasion, c'est pas péjoratif dans ma bouche pour lui, il a trouvé l'occasion, à propos du G20, de s'exprimer, de dire un certain nombre de choses. Pour autant, j'espère qu'il n'ira pas au bout de la démarche. Mais est-ce que le Parti socialiste va lui demander de se retirer ? Écoutez, on est respectueux, on va discuter avec Jean-Pierre Chevènement, on va pas lui demander comme cela de se retirer, mais j'espère qu'il comprendra lui-même que même les personnalités les plus connues, les plus respectables, doivent retenir les leçons de l'histoire. Alors François Rebsamen, il nous reste quelques minutes et je voudrais qu'on pose une ou deux questions de politique internationale sur l'adhésion de la Palestine à l'UNESCO et sur la demande d'adhésion à l'ONU qui doit être examinée en principe à la mi-novembre au Conseil de sécurité. Quelle sera l'attitude du Parti socialiste ? Écoutez, le Parti socialiste, il est tenant d'une reconnaissance de l'État palestinien, de la Palestine. Mais cela ne peut se faire qu'à condition que l'existence de l'État d'Israël ne soit plus jamais remis en question, mais au contraire réaffirmée. Et donc, c'est presque un cri du cœur qui reprendrait cet écrivain israélien dont le fils avait été tué alors qu'il faisait son service militaire. David Grossman, qui vient d'être couronné du prix Médicis étranger et qui était à Paris. Une femme ayant l'annonce. Ici, dit-il, je vous cite de mémoire, les gens, juifs comme arabes, pensent que c'est leur destin, qu'ils sont condamnés à s'entretuer et à vivre en guerre. Donc, c'est un cri du cœur, un appel à la paix, un appel à la compréhension. Il n'est pas possible que l'existence même de l'État d'Israël soit aujourd'hui encore remis en cause par des fanatiques. Ça, c'est pas possible. Et donc, il faut faire taire ces fanatiques du côté palestinien, mais il faut aussi que les Israéliens, les gouvernements israéliens en l'occurrence aujourd'hui, comprennent que il doit, parce qu'il a la puissance pour le faire, il doit faire les pas vers la paix. Donc ça doit se faire ensemble. On doit rouvrir un dialogue constructif en faveur d'une coexistence pacifique. Tout le monde voit bien que c'est sans issue cette course permanente à la surenchère d'un côté des fanatiques religieux qui ne pensent qu'à la destruction de l'État d'Israël et de l'autre des Israéliens qui en compensation bombardent et créent des colonies. Donc il faut retrouver les voies du dialogue. Les voies du dialogue, et j'avoue, c'est vrai, c'est mal parti en ce moment. Oui, oui. Et alors, la demande palestinienne d'adhérer à l'ONU. Vous savez que la France a dit qu'elle s'abstiendrait cette fois-là. Hein, pas comme remarqué, elle avait aussi dit qu'elle s'abstiendrait pour l'UNESCO. Finalement, elle a voté pour. Mais enfin, j'ai l'impression que là, elle l'a promis à Obama. Ils vont avoir du mal à reculer. Là, visiblement, ils vont vraiment s'abstenir. Vous êtes d'accord avec cette position ? Écoutez, moi, je pense que par-delà le vote, je pense qu'on n'avancera pas avec des votes qui imposent des solutions dont une des deux parties ne veut pas. Je dis, nous devons aller vers la reconnaissance de l'État palestinien, mais pour y aller, ça ne passera pas par un vote, ça passera par la réouverture d'une vraie négociation de paix, par la reconnaissance par l'ensemble des autorités palestiniennes, par l'ensemble, bien évidemment, de l'État d'Israël et du droit à Israël à vivre en paix dans cette partie du monde. Donc, moi, je pense que même si la Palestine obtenait son adhésion, elle va peut-être l'obtenir. Pour le moment, je parle de l'UNESCO, c'est fait, elle est entrée à l'UNESCO, mais
quand la réponse à cela, c'est les colonisations à Jérusalem-Ouest et en Cisjordanie, c'est pas... Jérusalem-Est, pas Ouest. C'est moi qui me suis trompé. C'est pas merci. grave. Mais il fallait rectifier quand même. Et Cisjordanie, c'est pas comme ça qu'on avance vers la paix. Donc, je pense pas que ces votes fassent avancer les choses. Bon, Ce que je regrette. Dernière question. Bon, excusez-moi de vous. Il y a aussi un autre pays dans l'actualité internationale qui inquiète, c'est l'Iran. L'AIEA va rendre son rapport d'ici une douzaine de jours et tout semble indiquer que les Iraniens, selon ce rapport, sont bien en train de fabriquer une bombe nucléaire. Alors, c'est inquiétant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr que c'est inquiétant. Bien sûr. Surtout qu'on voit bien le régime de terreur qui s'est mis en place en Iran aujourd'hui fait que le pouvoir est concentré dans les mains de quelques fanatiques religieux dictateurs. Ahmadinejad a prouvé sa capacité à mater son peuple dans le sang. Donc on a affaire là donc il va falloir prendre des mesures. Il va falloir prendre des mesures de rétorsion si cela est confirmé. Accentuer les sanctions donc. Oui, bien sûr. Ça c'est un point sur lequel il n'y a pas de différence avec M. Sarkozy, au moins sur ce point-là. Non, mais heureusement d'ailleurs que sur des points de politique étrangère, on peut se retrouver. Là, il y va de la sécurité de toute une région du monde. Et l'inquiétude, là, fait que quand une position est juste, il faut la reconnaître. François Rebsamen, sénateur maire de Dijon, proche de François Hollande. Merci d'avoir été notre invité, l'invité du